Vendredi 20 décembre, ce soir, en manchette. À quelques jours de leur fermeture, des citoyens réclament le sauvetage des YMCA. C'est vraiment de nous laisser notre famille. Que ça ferme. Je suis pas riche, je peux pas aller n'importe où. Jeunesse au soleil, des milliers de paniers à distribuer avant Noël. Au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, là, on a vu la demande augmenter. Des livres, du cinéma, le meilleur de 2019 et nos suggestions pour le temps des fêtes. La force sera avec toi. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, ici Julie Drolet. Pour plusieurs, les YMCA, c'est beaucoup plus que de simples installations sportives. En fait, c'est pratiquement un milieu de vie. Il y a des dizaines de personnes qui ont manifesté aujourd'hui au siège social du YMCA du Québec pour tenter de les sauver. Julie et moi, en fait, ils veulent vraiment empêcher leur fermeture. Tout à fait. Il faut dire que ce sont 3 établissements qui ont été créés dans les années 80. En ce qui concerne donc le YMCA du complexe Guy Favreau, on parle d'une fermeture définitive au 31 décembre dans 11 jours en raison de problèmes de moisissure, d'enjeux structurels sur la dalle de béton, de problèmes de plomberie également. Et quant aux 2 autres YMCA, donc ceux de Pointe-Saint-Charles et d'Hochelaga-Maisonneuve, ce sera la fin des activités sportives. Celles-ci étaient déficitaires. Il en coûtait plus cher en locaux et en frais de personnel que les revenus d'abonnement. Ça concerne 4000 personnes dans ces 3 établissements. Voici le reportage que je vous ai préparé. L'histoire d'amour des Montréalais envers les YMCA ne date pas d'hier. Le tout premier YMCA d'Amérique du Nord avait ouvert ses portes en 1851, dans ce qui deviendra plus tard le Vieux-Montréal. Au centre-ville, le YMCA du complexe Guy Favreau constituait depuis 1986 un véritable milieu de vie pour les gens qui le fréquentaient. Notre lieu de rencontre, notre lieu où on socialise, où on se rassemble, on se fait des amis, on aime ça. Moi, j'y vais là, tous les jours. C'est une deuxième famille qu'on nous enlève avec un délai de 5 semaines. Après avoir été en opération pendant 33 ans, le YMCA Guy Favreau mettra donc la clé sous la porte le 31 décembre, faute de financement pour effectuer des travaux majeurs. Des études qui ont conclu que les édifices en question étaient dans une condition très, très difficile. Les coûts de rénovation sont évalués à plus de 7 millions de dollars pour les 3 centres où les activités sportives étaient devenues largement déficitaires. C'est pourquoi des dizaines de citoyens, membres de ces YMCA de Montréal, se sont réunis ce matin dans une ultime tentative de sauver leur milieu de vie. Nous, ce qu'on demande au YMCA, c'est de revenir sur cette décision, de garder l'ensemble des services ouverts au 31 décembre et de créer ainsi des conditions propices pour s'asseoir avec les acteurs communautaires, les membres des YMCA, les pouvoirs publics pour trouver des solutions. Ce sont 1800 membres qui sont directement affectés par la fermeture complète du YMCA Guy Favreau. Quant à eux, les 1300 membres du YMCA d'Hochelaga-Maisonneuve et les 600 abonnés de celui de Pointe-Saint-Charles devront faire une croix sur l'offre d'activités sportives. Je suis personne handicapée, puis ça me permet de rester en forme. Fait que ça ferme, je suis pas riche, je peux pas aller n'importe où. On touchait l'aquaforme, on touchait l'aspect de la danse, on touchait l'aspect des gymnases. Mais ce n'est pas juste de la piscine, du gymnase. C'est tout cet ensemble-là. Il y a comme une âme. Une lueur d'espoir dans ce dossier. Le ministre du Patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, a déclaré aujourd'hui qu'Ottawa était très ouvert à trouver une solution pour sauver le YMCA Guy Favreau. Ici Julie Aymon, Radio-Canada, Montréal. Et puis toujours à Montréal, l'organisme Jeunesse au soleil poursuit sa distribution de paniers de Noël. Jusqu'au 23 décembre, des bénévoles vont en offrir 5000 aux familles démunies de la métropole. Et la mairesse, d'ailleurs, y était aujourd'hui. Reportage Marie-Ève Cousineau. Il y a 3 ans, Jean-François Thibault a tout perdu. Son emploi d'attaché politique de Denis Coderre, alors maire de Montréal, son réseau, son statut. Jean-François Thibault avait des problèmes de toxicomanie. Il a dû recourir à des banques alimentaires. Vous avez honte. Vous arrivez là, vous êtes dans le line-up, puis là, pour aller chercher de la bouffe, puis là, vous êtes gêné, vous avez peur de rencontrer du monde que vous connaissez. Aujourd'hui, Jean-François Thibault distribue des paniers de Noël à Jeunesse au soleil. Le retraité est devenu bénévole. D'aider les gens, parce que je suis passé par là. Alors là, je peux comprendre leur situation et de les accompagner là-dedans. Il n'y a pas de honte à faire ça. Tout le monde peut frapper un mur.
D'ici le 23 décembre, Jeunesse au Soleil distribuera des paniers de Noël à 5000 familles. Les besoins sont grands, malgré un marché de l'emploi favorable et un faible taux de chômage. Au cours de l'année, effectivement, la demande avait diminué un petit peu, mais au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, là, on a vu la demande augmenter. Puis ça a été confirmé un peu par les chiffres qu'on a vus en emploi, les pertes d'emploi récentes. Oui, est-ce qu'on met ça avec le foie? La mairesse de Montréal se dit préoccupée par le problème de la faim. Si même quand on travaille, on a 2 emplois, puis malgré tout, on a la misère à mettre de la nourriture dans le frigo, il y a un problème. Donc, au niveau municipal, on fait tout ce qu'on peut, entre autres en soutenant des organismes comme Jeunesse au Soleil aujourd'hui. Elle croit qu'une réflexion sur l'insécurité alimentaire s'impose tant au palier municipal, provincial que fédéral. La hausse du salaire minimum pourrait aider les familles qui peinent à boucler les fins de mois. Moi, j'ai toujours été, somme toute, assez en faveur d'un salaire minimum qui permettrait à la population, un minimum viable, comme on appelle un salaire viable, qui permettrait aux familles de pouvoir, avoir plus de ressources financières, entre autres pour se nourrir. Jean-François Thibault, lui, va mieux. Il se sent utile en donnant un coup de main à des gens qui en ont besoin. Ici Marie-Ève Cousineau, Radio-Canada, Montréal. Bien, c'est bel et bien la fin des calèches à Montréal. Les cochers n'ont pas réussi à obtenir une injonction en Cour supérieure pour empêcher la Ville de mettre fin à leurs activités. Donc, ça veut dire qu'à compter du 1er janvier, les calèches vont être interdites dans les rues de la métropole. La Ville a offert une compensation, 1 000 $ par animal, notamment pour leur trouver un refuge et éviter qu'ils se retrouvent à l'abattoir. Les cochers, évidemment, sont déçus de la décision de la Cour et disent vouloir poursuivre la bataille. C'est pas vrai que faire de la calèche, c'est difficile sans cheval. C'est pas vrai que les chevaux sont maganés à Montréal. Nos chevaux, ça fait partie de nos vies. On a investi nos vies là-dedans. On n'a pas plus que des niaiseries de 1 000 $ que la mairesse à l'offre. C'est insultant. On va essayer de tout faire avant le 31, la semaine prochaine. Et on va voir qu'est-ce que notre juge va nous dire, en espérant qu'ils vont comprendre que la Ville de Montréal ne peut pas exproprier quelque chose qui existe pour tellement de temps. So we did have, obviously, some challenges today. Eh bien, après la crise provoquée par son appareil 737 MAX, une nouvelle tuile pour Boeing est toute une. C'est sa nouvelle capsule spatiale Starliner, avec laquelle la compagnie aimerait éventuellement envoyer des astronautes dans l'espace. Elle a échoué à sa première mission et c'est en raison d'une erreur de programmation. Nancy Cahouette. 4, 3, 2, 1, and lift off. Des curieux étaient rivés à leur écran et sur les plages de la Floride pour observer le décollage qui s'est fait sans anicroche. La capsule Starliner s'est détachée comme prévu de sa fusée de lancement, mais ses moteurs ne se sont pas allumés au bon moment pour entrer dans l'orbite de la Station spatiale internationale. Le patron de la NASA explique que l'horloge de la capsule a été mal programmée. And it burned a lot of prop in that part of the flight. And when that prop got burnt, it looked like we weren't going to be able to go ahead and rendezvous with the International Space Station. La mission qui devait durer 8 jours est écourtée. La capsule atterrira dimanche au Nouveau-Mexique. L'une des 3 astronautes qui doivent voyager dans l'espace à bord de Starliner demeure toutefois optimiste. And had we been on board, there could have been actions that we could have taken. And we will continue to develop those actions. Des spécialistes disent que Boeing a malgré tout atteint la majorité des objectifs de cette mission, mis à part l'arrimage à la Station spatiale internationale. Donc ils ont, disons, réussi à peu près 98%, mais dans ce genre d'événement, on s'attend à ce qu'ils réussissent 100% de toute la mission. C'est toutefois un problème qu'ils seront capables de régler facilement. Une erreur mineure qui tombe mal pour Boeing, qui doit déjà composer avec la crise du 737 MAX, un avion cloué au sol depuis 2 accidents qui ont fait 346 morts. Toutefois, ce spécialiste souligne qu'il s'agit de 2 dossiers bien différents. Puis c'est pas du tout les mêmes équipes qui s'occupent de ça. Il y a beaucoup de choses autres que la programmation qui se sont passées là. La NASA, qui utilise les fusées russes Soyouz depuis 2011 pour ses lancements, a investi plus de 8 milliards de dollars dans les projets de Boeing et de son compétiteur SpaceX. Les 2 nouvelles capsules doivent réaliser leur premier vol habité dès l'an prochain. Ici Nancy Cahouette, Radio-Canada, à Montréal.
Bien, c'est un peu un cadeau de Noël, finalement, pour ceux qui souhaitent traverser le fleuve à vélo ou encore à pied. La fameuse piste multifonctionnelle du pont Samuel de Champlain va ouvrir lundi prochain, 23 décembre, à 13 h. C'est une piste qui fait 3,4 km de longueur. Il y a même des belvédères qui ont été aménagés pour présenter des points de vue sur Montréal. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. Mais c'est une journée froide un peu pour traverser le fleuve, là, sur le pont à vélo, hein? Oui, mais heureusement, il n'y a pas de vent. Ben, c'est déjà ça. Ça fait une grosse différence. Oui, quand le vent même, est vraiment là, problématique. Et lundi, ben, ce sera doux, mais je veux revenir à ce qui va se passer donc, pour la fin de semaine. Alors, pour ce qui est de demain, les nuages seront déjà là de la matinée. On aura des percées de soleil l'après-midi, donc moins 8. C'est quand même 3 degrés de plus qu'aujourd'hui. Pour dimanche, c'est couvert. On atteint 0 degré grâce au vent du secteur sud-ouest, donc au-dessus de la normale. Lundi, 2-3 degrés, nuageux, percée de soleil. Pour la journée de mardi, ce sera partiellement nuageux. Pour la journée de Noël, simplement un ciel nuageux avec moins 3. Ça s'annonce très calme côté météo pour la période de Noël. Bien, c'est parfait pour les déplacements, oui, exactement, ça, hein? Oui. Merci, Pascal. Au revoir. Au revoir. Au retour, cartel du pain, le tribunal a tranché. L'action collective ira de l'avant. Et la reconnaissance faciale, une façon pour la Chine de surveiller de très près ses citoyens. Économie, bonsoir Andréane. Bonsoir Julie. Dossier du cartel du pain, ça refait surface et il y a une action collective qui vient d'être autorisée. Oui, exact. C'est le juge de la Cour supérieure du Québec qui a donné le feu vert à cette demande-là qui avait été formulée il y a 2 ans quand même. Cartel du pain, je vous rappelle plusieurs entreprises qui sont visées, des boulangeries d'une part, Canada Bread, Weston, mais aussi plusieurs entreprises, des détaillants qui vendaient ces pains-là, Loblaw, Metro, Sobeys, Walmart, Tigre Géant également. Donc toute une liste d'entreprises visées. Des entreprises qui étaient accusées, je vous le rappelle, d'avoir conspiré, si vous voulez, là, pour faire gonfler les prix du pain entre 2001 et 2017. Ça pouvait augmenter jusqu'à 1,50 $ quand même par article. Le Bureau de la concurrence avait même mené des perquisitions dans ce dossier-là. Alors, ça va de l'avant, cette demande d'action collective. Et je vous rappelle que même si vous avez accepté l'offre de Loblaw, de cette carte cadeau de 25 $, vous êtes quand même... vous pouvez participer à cette action collective. Je laisse d'ailleurs écouter un avocat dans le dossier. À notre avis, le programme de Loblaw, ce qu'ils ont fait unilatéralement, sans aucune entente et sans aucune approbation d'un tribunal, est un programme unilatéral. Et nous, on va demander que ça ne soit pas considéré parce qu'il n'y a aucun jugement de la Cour qui dit « OK, on va déduire 25 $ en carte cadeau que vous avez donnée ». Donc, pour nous, ça n'affecte pas l'issue du recours. On a presque tous encore quelques achats à faire pour Noël, mais il paraît qu'aujourd'hui, on n'est pas tout seul à magasiner. Il faut s'armer de patience. Oui, hein? Aujourd'hui, 20 décembre, donc journée où l'achalandage est le pire dans les centres commerciaux au Canada. C'est ce que dit la firme Moneris, qui est une firme de traitement de paiement, si vous voulez. Il fut un temps où c'était plutôt la journée qui suivait Noël, mais depuis 2013, c'est vraiment le vendredi qui précède le congé des fêtes où l'achalandage est le plus important. On parle d'à peu près 25 millions de transactions qui devaient être enregistrées aujourd'hui. Ça fait beaucoup de monde, effectivement, dans les centres commerciaux. Et la pointe de l'achalandage, c'était prévu pour 14 heures cet après-midi. Au moins, elle est passée. C'est ça. Si vous avez des achats à faire... Il reste quelques heures. Il risque d'y avoir quand même pas mal de monde aussi dans les jours qui vont suivre. Cette année, par contre, je vous le mentionne, les consommateurs, même s'ils seront nombreux dans les centres commerciaux, sont de plus en plus méfiants, craignent qu'avec tout ce qu'on a entendu sur les fuites de données, être victime de fraude pendant la période des fêtes. Pour les achats en magasin, oui, mais surtout, évidemment, pour les achats en ligne. Il faut dire que l'année a été spectaculaire en termes de vol de données. On a eu un bilan, effectivement, du commissariat à la vie privée, donc, qui nous montre clairement que le nombre de brèches de sécurité a explosé. 2019, 691 cas signalés. C'est à peu près 4-5 fois plus là, que l'an dernier. Évidemment, on a beaucoup parlé de Desjardins, mais il y a eu Capital One, il y en a eu plusieurs autres. D'une part, des fuites ou des vols de données plus nombreuses, mais qui sont aussi plus souvent signalées. C'est important de le mentionner parce que depuis 2018, les organisations canadiennes, les entreprises sont tenues de déclarer lorsqu'il y a une brèche de sécurité qui peut rendre des données personnelles vulnérables. On espère que la tendance ne va pas se poursuivre en 2020. C'est un problème réel. Merci beaucoup, Andréane. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Et puis, vous savez, une des solutions parfois là, que les experts proposent pour se prémunir contre les vols de données, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Parce que théoriquement, on ne peut pas voler votre visage. Mais en matière de reconnaissance faciale, la Chine, c'est un des pays les plus avancés. Ceci dit,
Ça peut entraîner toutes sortes de dérives. Voici Mathieu Prost. Plus un seul téléphone ne sera vendu en Chine sans que son utilisateur associe son visage à son numéro de téléphone. C'est obligatoire depuis le 1er décembre. Une façon de sécuriser un peu plus le cyberespace, selon les autorités, mais aussi de resserrer un peu plus le contrôle de la population. En 2016, la série Black Mirror imaginait un monde où chaque citoyen serait noté, avec des conséquences directes dans la vie quotidienne. Cette réalité, c'est déjà le quotidien de millions de Chinois. Dans une quarantaine de villes, l'État expérimente un système de crédit social, extrait de l'émission Envoyé spécial. À 18 ans, Wang Lu s'est vu attribuer une note, 1000 points, qui évolue en fonction de ses actions. Elle jette un papier par terre. C'est une incivilité qui lui coûte 50 points. Et 100 points si elle traverse au feu rouge, par exemple. C'est finalement l'accès à un crédit ou à certains emplois qui peut être interdit. Si l'État chinois peut classer ses citoyens en différentes catégories, c'est grâce à la reconnaissance faciale qui se généralise et au croisement de données. Cette intelligence artificielle apporte beaucoup pour la sécurité, les villes, le gouvernement. Mais ça nous apporte aussi une nouvelle expérience. Les géants comme Alibaba investissent massivement dans le secteur. Par exemple avec le paiement par reconnaissance faciale. Ça aide aussi à protéger la vie privée. Quand vous entrez un mot de passe, quelqu'un peut le voir à côté de vous. Alors que la reconnaissance faciale, c'est différent. Dans la Silicon Valley aussi, cette technologie est tendance. Et une cote qui donne accès à un crédit, chez nous aussi on y a recours. Mais en Chine, où l'on compte la moitié des caméras du monde entier, 200 millions, le fichage systématique soulève beaucoup d'inquiétudes. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal. Le prince Philippe, qui est l'époux de la reine Élisabeth II, a été hospitalisé. C'est présenté comme une mesure de précaution. Le palais de Buckingham a précisé qu'il s'agit d'une hospitalisation qui était prévue pour des problèmes de santé préexistants. On s'attend à ce qu'il reste sous observation encore quelques jours. Il est âgé de 98 ans. Le prince Philippe s'est retiré de la vie publique il y a 2 ans, mais il continue de soutenir son épouse pour certaines apparitions publiques. Pour notre 18h30 maintenant, allez chercher votre maïs soufflé parce qu'on va parler de livres et on va parler beaucoup de cinéma aussi. Ce soir à notre 18h30, vendredi culturel, le meilleur de 2019 à l'écran et les livres avec nos chroniqueurs. Portrait aussi d'un pionnier du photojournalisme, Antoine Desilets, qui vient de nous quitter à 92 ans. Eh bien, d'abord, on va parler de livres. Bonsoir, Michel. Pas de livres, de films. Vous, c'est les films. Bonsoir, Michel. Je peux, mais vous allez être étonné. On va rester dans le cinéma. C'était ça le plan. On va rester dans le commençons effectivement par le cinéma et ce film très attendu au bout de 42 ans. 9 films, des satellites, des recettes générées depuis toutes ces années de plus de 89 milliards de dollars canadiens. La première saga de cette série, Star Wars, prendrait fin, nous dit-on. Non, voyons. Vous les croyez, vous? La première saga. Ah, mon Dieu, c'est tellement compliqué maintenant, Star Wars. Star Wars, l'ascension de Skywalker. Personne ne me connaît. Moi, je te connais. Longtemps, j'ai attendu. À présent, votre rapprochement est votre perte.
Bon, bien, tous les codes Star Warsiens sont là. Absolument tout. 3 étoiles pour ce 3e film de la 3e trilogie de la saga Star Wars, dont je vous dirai rien. Rassurez-vous, je ne vous raconterai pas l'intrigue, donc on divulguera absolument rien. Mais quand même, je peux vous dire que, bien sûr, il y a des affrontements, il y a des retournements à profusion, il faut le dire, des adieux, puisque on le sait, notamment Carrie Fisher est morte il y a 3 ans. Ouais. On récupère son personnage, il restait des images d'elle, mais aussi des retours. Et là, c'est la totale. On a un ressuscité, 2 revenants et un fantôme. Mais absolument tout. Et bien sûr, il y a des choses qui ont évolué au fil des années. Par exemple, le pouvoir des femmes s'est affirmé. C'est encore le cas avec le personnage de Rey dans cet épisode final. Bon, la diversité aussi a pris sa place. On l'a déployée au fil du temps. Il y a des choses qui, elles, n'ont pas changé. On doit toujours éliminer, affronter, faire tomber, abattre la figure paternelle. C'est un classique de cette série. C'est toujours le cas dans cet épisode. Et puis, c'est toujours une histoire où le bien et le mal s'affrontent. Le bien, il est blanc, en blanc. Le noir, c'est pour le mal. Donc, vous voyez, les choses sont très clairement... La vie est simple. Hein? Oui, c'est clairement établi. Voilà. Cela dit, s'il y a beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Et c'est en partie le problème de cette série. Elle est tellement calibrée, tellement prudente, parce qu'on ne veut pas décevoir les fans, ce qui n'est pas un défaut, qu'on prend, mais vraiment aucun risque. 2 vraiment bémols à l'égard de ce que j'ai vu. Bon, d'une part, il faut bien le dire, ces épisodes ne sont pas tous écrits par la même personne et on a l'impression parfois que la main gauche ignore la main droite. Donc, ce qui est étonnant quand même, on se dit, ça pourrait être effectivement quelque chose qui est traversé d'une vision plus large. La dernière trilogie, certainement pas. Par ailleurs, une chose qui, moi, me déçoit beaucoup, Luke Skywalker, qui était là au début, il y a 42 ans, et moi aussi. Bon. Et c'est pour ça que j'ai un attachement, puisque c'est ça aussi. Mais oui, c'était lui le héros. Ben, c'est ça. C'est tout juste s'il fait de la figuration dans ce film. On annonce donc l'ascension de Skywalker. C'est surtout pas de lui dont il est question. Et ça, je trouve ça vraiment ingrat par rapport au personnage, bien sûr, mais par rapport à ce qu'on établit face aux spectateurs. Si on veut boucler une série, il me semble que de revenir... Moi, je ne crois pas. Quand vous dites boucler une série, probablement qu'ils l'ont mis en mineur parce qu'ils nous préparent une autre suite pour vous faire plaisir. Non, il y aura d'autres trilogies. Mais pour ce qui est des Skywalker, effectivement, on boucle la boucle. Je trouve ça regrettable qu'on ne le fasse pas avec le personnage principal, puisque l'acteur est toujours là. On lui donne, je vous disais, un rôle vraiment mineur. Ça, c'est quand même un peu regrettable. Là, je suis très curieuse de savoir ce que vous allez dire au sujet de l'adaptation de la comédie musicale archi-célèbre Cats. D'Andrew Lloyd Webber, d'après des poèmes de T.S. Eliot. Ça a été créé en 1981. On a mis beaucoup de temps à passer au cinéma. Cats. Deux toutes petites étoiles pour cette adaptation de Tom Hooper, qui rate là tout ce qu'il avait réussi avec Les Misérables. C'était formidable ce qu'il avait fait avec la comédie musicale Les Misérables. Là, il rate vraiment tout ce qu'il avait pu réussir la fois d'avant, à commencer par la distribution. Entre autres choses, le très attendu Memory, interprété par Jennifer Hudson, et l'ombre de lui-même n'est pas du tout mémorable. C'est quand même étonnant. Et puis, on se pose des questions comme spectateur. On se dit quand même, est-ce qu'on pouvait si facilement transposer les conventions de la scène au cinéma? La réponse, je crois, c'est non. Parce que nous, comme spectateurs, on se pose constamment des questions. On se dit, pourquoi ils ont des oreilles de chat et puis des mains et des pieds d'humain sur scène? Pourquoi ils marchent à 4 pattes? Oui, et parfois, et d'autres fois debout. Les conventions qui peuvent fonctionner sur scène, là, c'est tout à fait autre chose. Et hier soir, donc, je suis allé au cinéma et le public a fait un choix. Il a choisi d'en rire. Ah oui? C'est pas une comédie. Et là, le rire s'est étendu à la salle. Ce n'est pas une comédie, mais c'est, selon moi, plutôt un accident industriel, une catastrophe pure et simple. Oui, les chansons sont bien, mais cette distribution-là, parfois, à commencer par Judi Dench, qui est désastreuse, alors que Ian McKellen est plutôt bien. Bref, plein de choix discutables, des incohérences. Très dommage. Écoutez le disque, Cats. Ça va être bien correct. Voilà. Sinon, il y a des comédies musicales qui existent, les vraies, sur scène. Oui, mais, voilà. Là, non. Vraiment pas. Bon, il y a un nouveau Lucchini. Oui, un nouveau Lucchini Bruel. Parce qu'en fait, ils ont joué ensemble il y a 34 ans dans un film très populaire qui s'appelle Prof. Ils reviennent donc toujours en duo. Le meilleur reste à venir.
Qu'est-ce que tu fous là? Je m'installe ici. Je te quitte plus. T'es complètement cinglé. C'est bon, ça va. J'ai envie, c'est de savoir ce que t'as envie de faire, là, vraiment, avant de mourir. Aller sur la tombe d'Albert Schweitzer, relire Proust intégralement. T'as oublié acheter une corde pour me pendre. Et j'ai des goûts simples, moi. Ils sont pas simples, ils sont nuls. Tu choisis un truc, je choisis un truc, et l'autre est obligé de le faire. Je ne prends pas l'avion, hein, je te préviens. Non, mais ici, c'est pas la démocratie. T'as envie de négocier, tu t'inscris à la CFDT. Mais je suis inscrit à la CFDT. 2 étoiles et demie pour cette comédie dramatique mélancolique qui fait le pari réussi de rire et de s'amuser de quelque chose qui n'est pas particulièrement drôle, la mort imminente. Tout ça autour d'un quiproquo. C'est l'histoire donc de 2 amis et chacun se comporte comme si l'autre, effectivement, mais l'un des deux pour vrai, allait mourir de façon mais vraiment immédiate. Et ça éveille plein de choses chez eux et forcément, il y a le pardon qui ressurgit. Dans tout ça, on peut dire quand même que c'est un peu cousu de fil blanc, tissé de bons sentiments et que les 2 acteurs, Bruel et Lucchini, qui ont du plaisir à être ensemble, font du Bruel et du Lucchini sans grande surprise. Néanmoins, à la période des fêtes, un film qui fait plutôt du bien, un film bienveillant avec ça, cette chaleur humaine, une forme de bromance sur fond de pardon. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Vous aurez du plaisir, si vous aimez Bruel et Lucchini, à les retrouver tels qu'en eux-mêmes. Et on va terminer avec des petites suggestions en rafale de films qui ne sont pas nécessairement des nouveautés, mais qui vont être des bons moments de films pendant le temps des fêtes, pendant qu'on est en vacances. Par exemple, Parasite de Bong Joon-ho. C'est donc la Palme d'Or du Festival de Cannes, un des favoris aux Golden Globe, mais aux Oscars aussi. Film sud-coréen tout à fait étonnant, je vous le recommande. Ça ressemble un peu au bougon au début, là. Oui, au début. Au début. Mais après, on vous êtes constamment surpris. Vous verrez comme spectateur, il y a des éléments de surprise, mais à tout moment. Par ailleurs, le Chant des Noms, le nouveau film de François Girard, qui revient à la musique et qui le fait très bien avec Tim Roth et Clive Owen. C'est très réussi. Et puis, si vous êtes abonné à Netflix, il y a peu de présentations en salle, mais il y en a quand même. Marriage Story, une histoire de mariage de Noah Baumbach, avec Adam Driver et Scarlett Johansson. L'histoire d'un mariage qui se défait. En fait, ces scènes d'après la vie conjugale, c'est très, très, très réussi. Encore là, Golden Globe, c'est un des favoris aux Oscars. Ce sera certainement, on le saura, début janvier. Et ce sera dans les grands bonheurs des vacances, d'ailleurs. Hein? Aller au cinéma, regarder des films. OK, on aime ça. Michel, merci beaucoup. Les Cats? Non, lui, pas trop sûr. Non, voilà. Merci, bon temps des fêtes. Et puis au retour, on va parler de livres cette fois-ci avec Lozelle La Rochelle qui est avec nous pour sa chronique. Il faut se rattraper aussi en termes de lecture. Claudia La Rochelle est avec nous avec ses excellentes suggestions. Bonsoir, Claudia. Bonsoir, Julie. On va commencer avec un livre qui s'appelle « L'allume-cigarette de la Chrysler Noire ». Et ça, c'est notre collègue, M. Bouchard. Exactement. Oui, Serge Bouchard. C'est comme un maître à penser pour moi, un guide. J'aime ça, l'entendre à la radio notamment, et le lire aussi. Et ce livre-là est paru, « L'allume-cigarette de la Chrysler Noire », c'est paru chez Boréal à l'automne. Et on le retrouve à travers ses souvenirs, dans des nouvelles, c'est des récits, c'est quelque chose de très intime aussi. Donc, ses souvenirs d'enfance, ses réflexions sur l'amitié, sur l'amour, le temps qui passe, et ses souvenirs d'enfance, oui, comme je le disais, puis ses découvertes, ses voyages aussi. Alors, on va vraiment au cœur de l'homme, dans des réflexions qui nous rejoignent, chacun à notre manière, pour différentes raisons. Et ce livre-là, il est précieux à une époque, je trouve, où on se pose beaucoup de questions sur le sens de la vie, à quoi se raccrocher quand on est en perte de rituel, par exemple. Donc, c'est une manière de retrouver nos racines, de répondre à certaines questions peut-être qu'on a. Donc, quand j'ai des périodes d'angoisse, j'aime beaucoup écouter ou lire Serge Bouchard. Ça me ramène aux vraies affaires. Alors, c'est un super cadeau pour plein de gens, ça. À la toute fin, je lisais rapidement dans ces derniers chapitres, là, une place, entre autres, un chapitre sur la place des vieux. À qui on n'écoute plus. Il dit pourtant, ils ont plein de choses à dire. Ils auraient plein de ressources à nous partager. Puis non, on leur pose pas de questions aux vieux. C'est vraiment intéressant. Vraiment très intéressant. Le prochain, maintenant, un autre ton, là. Ah, Le bal des folles de Victoria Masse. Puis je fais parce que c'est paru chez Albin Michel, puis ça a été en liste pour beaucoup de prix littéraires français, de grands prix. Finalement, ça a remporté le Renaudot des lycéens.
Puis c'est un roman qui est important, puis c'est un roman qui aurait pu ou dû remporter plus de prix encore. C'est un premier titre pour Victoria Mass, donc un livre français. Puis elle nous ramène à la Salpêtrière, dans le 13e, à Paris, en 1885, alors que le docteur Charcot, qui est à l'aile psychiatrique, organise, pour distraire les bourgeois, le bal des folles. Donc, c'est des femmes qui sont hospitalisées pour différents troubles de santé mentale et ils les exploitent en un sens, bien qu'ils disent que ça leur fait plaisir à elles aussi. Et il organise un bal, elles se déguisent, elles deviennent un peu comme des animaux de cirque, puis ça fait rire tout le monde. Alors, c'est un regard assez différent sur la condition féminine. C'est une histoire qui a véritablement existé et c'est ça qui est fascinant. Et elle réussit à prendre ça, Victoria Mass, à le romancer d'une manière vraiment passionnante, mais très dérangeante aussi en même temps. Puis on va suivre la vie de différentes femmes qui sont hospitalisées dans à la Salpêtrière, donc à cette époque-là. Il ne faut pas oublier les bons vieux polars. Bien, les polars. C'est incontournable. Je sais, Julie, puis les gens aiment ça quand je leur parle de polars. Alors, je reviens, moi, avec un des écrivains américains que je préfère lire, c'est Michael Conley, dans la section des polars, justement. C'est paru chez Calment Lévy. Il nous avait fait découvrir René Ballard il y a quelques temps dans un tome précédent. Mais là, elle n'est pas là. Elle va sûrement revenir éventuellement. Mais là, c'est encore notre fameux Harry Bosch qui revient comme bénévole parce que, bon, il avait pris sa retraite, il était parti. Et là, il est bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, donc à LA, en Californie. Et il va se mettre sur l'affaire un cas d'un père qui est retrouvé décédé avec son mort, tué avec son fils. Il y a eu un truc de trafic de narcotiques aussi lié à ça. Il va retourner sur les traces d'un ancien tueur en série, une affaire qui continue de le talonner beaucoup. Donc, puis Michael Conley réussit tellement bien à enchevêtrer tout ça, à amalgamer toutes ces informations-là pour faire quelque chose qui se tient. C'est du grand art. Vraiment, c'est un très bon Michael Conley. Oui. Ah oui, pour ceux qui aiment, là, vous pouvez le lire en anglais aussi. Il est sorti précédemment. Bon, ça, c'est des livres bonbons, hein, vraiment des livres de repos. Maintenant, un livre québécois. Ah oui. Qui parle du Jardin de Métis, hein? Oui, parce que Pauline Guil, une écrivaine qui est là, qui est installée ici depuis longtemps, qui écrit, qui publie, qui a une plume extraordinaire. Elle a le don de prendre des personnages ou des phénomènes, des faits qui se sont véritablement passés, et puis elle romance ça, puis elle nous donne vraiment envie d'en découvrir plus. C'est un roman historique. Elle donne dans l'historique et elle le fait très bien. Souvent, elle fait la lumière, elle met en lumière des personnages féminins qui ont marqué l'histoire, dont cette Elsie Refford, qui est à l'origine, c'est la fondatrice des Jardins de Métis. Alors, à un moment donné, dans la cinquantaine, elle se fait opérer pour une crise d'appendicite et elle a du temps devant elle. Donc, elle décide de se mettre à l'horticulture et elle crée ces Jardins de Métis-là. Et on découvre sa vie, son existence, la bourgeoisie aussi, parce qu'elle vient de la bourgeoisie. Elle a habité en Ontario, comment elle est venue s'installer ici, dans l'ouest de la ville, comment elle a réussi à façonner son existence, ses histoires d'amour, ses correspondances avec un homme engagé en politique, sa sœur qui est disparue mystérieusement. Il n'y a rien de plate dans ce livre-là, Julie. C'est vraiment une belle découverte. C'est chez Québec Amérique, une bourgeoise d'exception par Pauline Guil. Et puis là, écoutez, vous arrivez sur une de mes préférées, Elena Ferrante, qui est toujours un grand mystère. On ne sait toujours pas c'est qui, Elena Ferrante. Ceci dit, elle a tenu une chronique pendant un certain temps. Et là, on peut retrouver ses textes. Oui, dans The Guardian. Elle a tenu une chronique. Et elle, d'ailleurs, au sujet de cette chronique-là, elle dit « Je ne m'étais jamais mise auparavant dans les conditions d'écrire par obligation. Et c'est ce qu'elle dit en ouverture de ce recueil, de ces chroniques-là. Une cinquantaine de chroniques. Son regard, un regard très lucide, vraiment percutant sur ses contemporains. Alors, pour ceux qui ont aimé sa fiction, je vous encourage à aller lire un peu son regard sur le monde, son ouverture, ses opinions tranchées. On découvre un peu plus qui peut-elle être sur la condition féminine aussi. Alors, moi, je soupçonne évidemment que c'est une femme parce que... Ça peut pas être autrement. Vraiment, Claudia, on va se le dire. Là, quand on a lu ce qu'elle a fait, là, ça peut pas être autrement qu'une femme. Mais reste à savoir c'est qui. Alors ça, c'est ce qu'on ne sait pas. On se doute aussi de son âge un peu en raison de ce qu'elle écrit. Là, on vous a demandé de vous livrer un petit exercice pour nous parce qu'on est en mode, on commence, hein, les vacances, le temps des fêtes. On se rattrape. Est-ce qu'il y a des bons films ou des bonnes séries inspirées de livres qui valent le détour? Ah oui, il y en a. Pas beaucoup parce que parfois, c'est décevant les adaptations. Hein?
on adore un roman, mais là, on va à l'écran puis on trouve ça un peu plus terne, disons ça comme ça. Mais il y en a Big Little Lies de Jean-Marc Vallée, par exemple. Petit secret, grand mensonge en français. C'est paru... en fait, c'est l'auteure australienne Liane Moriarty qui a créé ça. Elle a écrit beaucoup de romans et beaucoup de romans qui sont adaptés. Alors, allez voir. Moi, j'ai visionné ça sur Crave. C'est excellent. Big Little Lies. Jean-Marc Vallée, c'est un génie. Il fait des trucs incroyables. Et rapidement, un deuxième? Oui. The Handmaid's Tale, La Servante écarlate de Margaret Atwood. C'est incontournable, tout ça. Et un petit dernier, peut-être, suggestion? Glacé de Bernard Minier. C'est un Français. C'est lui qui a écrit cette histoire-là à découvrir pour ceux qui aiment les suspens puis les thrillers. Ça, j'en avais jamais entendu parler. Glacé, c'est sur Netflix. Vous pouvez regarder ça. Puis The Handmaid's Tale, c'est Crave qui permet ça aussi. Joyeux temps des fêtes. Merci pour toutes ces suggestions-là. Vous savez, des cadeaux que vous nous faites, hein? Parce que ça sert pendant le temps des fêtes. Merci beaucoup. Je sers à ça. Merci. Voilà, vous êtes le cadeau de l'émission. Merci. Au retour, on vous parle d'Antoine Desilets. Il nous a quittés. Retour sur la vie d'un pionnier de la photographie de presse. Le père de la photographie de presse au Québec, Antoine Desilets, s'est éteint. Il avait 92 ans. Connu aussi pour ses nombreux livres d'initiation à la photo, le Montréalais a entre autres travaillé 13 ans au Journal de la presse. Et aujourd'hui, ils sont évidemment nombreux à vouloir lui rendre un dernier hommage. Reportage de Louis-Philippe Ouimet. Les erreurs que les amateurs font, ce sont des erreurs humaines. Il a révolutionné le photojournalisme et il a vendu près de 600 000 livres. Antoine Desilets est une légende. Pour moi, c'est le maître de la photo de presse au Québec. Ce qui a mis le Québec sur la map. Il était un peu notre père spirituel dans tous les sens du terme. Antoine Desilets a été embauché par le Journal La Presse en 1961. Il a immortalisé les grands événements de son époque, comme ici, la crise d'octobre de 1970. En campagne électorale, Antoine, ce qui était intéressant, c'est qu'il ne montrait pas nécessairement seulement que le chef du parti. Il allait, pendant qu'il faisait quelques photos, il se dépêchait à faire quelques photos des politiciens, mais après ça, il sauvait, puis il allait faire des photos un peu partout dans les rues. Parmi ses meilleures photographies, il y a celle des Beatles en concert, de Pauline Julien et de Johnny Hallyday. Il est un des seuls à avoir aussi bien photographié René Lévesque. Il a innové avec un style qu'on ne voyait pas à l'époque. Il y avait beaucoup de photos au grand angle, beaucoup d'humour dans ses photos. De jouer avec les avant-plans, les arrière-plans, d'être hyper créatif, d'avoir un petit clin d'œil humoristique, d'aller, au lieu de, à la même place que tout le monde, d'aller 10 pieds à côté ou 10 pieds à gauche ou 10 pieds à droite. Ça, c'est Antoine Desilets. Antoine Desilets a reçu près de 90 prix, ici comme à l'international. Après son passage à la presse et au journal Le Jour, en 1976, il s'est mis à l'écriture et à l'enseignement de la photo. Récemment, il a eu droit à une grande exposition à Drummondville. Près de 43 000 photographies réalisées par Antoine Desilets sont conservées à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Plusieurs peuvent être vus sur Internet ou sur place. On peut penser que c'est le souhait de M. Desilets, donc les photographes amateurs, professionnels peuvent utiliser, s'inspirer de son œuvre. Antoine Desilets avait toujours son appareil photo au cou, même jusqu'à son dernier souffle, nous raconte son fils. C'était planifié, sa mort, assistance médicale et tout ça. Et c'était prévu depuis la veille. Il fallait que je lui mette l'appareil photo au cou avant que le médecin procède. Cette photographie d'un coucher de soleil aura été sa dernière. Une image qui brille de tous ses feux. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal. Ouais, une belle image pour la fin. Eh bien voilà, les vacances sont à nos portes. Pour certains d'entre vous, elles sont peut-être déjà commencées. C'est toujours bon d'avoir des suggestions de spectacles, d'activités. Il va se passer plein de choses à Montréal et dans ses environs. Voici le compte-rendu, en fait, les propositions surtout de Nabi Alexandre Chartier. Pour bien profiter du congé et du temps des fêtes, voici quelques suggestions d'activités pour toute la famille. Pour se plonger dans l'ambiance hivernale sans prendre froid, je vous propose le spectacle de cirque Blizzard, une tempête follement tendre qui est présentée jusqu'au 5 janvier à la Tehu. De son côté, le Cirque du Soleil présente le grand spectacle Axel, c'est toute la magie du cirque sur glace. Pour
les moins frileux, il y a plusieurs activités extérieures gratuites. Entre autres, dans le Vieux-Montréal, où la place Jacques-Cartier devient la place nordique, un immense terrain de jeu. On vous propose activités, animations et spectacles. On est filmé, Bouboule! On est filmé, on fait la danse du pingouin! Du côté du quartier des spectacles, c'est la 10e édition de Luminothérapie qui propose cette année une installation interactive qui met en vedette 5 créatures mystérieuses. Juste à côté, à la Place des Arts, on propose 3 spectacles incontournables. Le classique Casse-Noisette par les Grands Ballets canadiens. Le spectacle Décembre de Québecissime est de retour pour une 17e saison consécutive. 24 chanteurs réunis sur scène, dont le célèbre ténor Marc Hervieux. Le Chœur de l'Armée rouge, qui célèbre cette année son 90e anniversaire, est de passage pour 7 soirs à la Maison symphonique pour interpréter ses classiques, dont certains en compagnie d'Isabelle Boulay. Le musée McCord présente À toi de jouer, jeu de société plus grand que nature, une exposition conçue pour toute la famille et l'entrée au musée est gratuite pour les moins de 12 ans. À toi de jouer! L'exposition Imagine Van Gogh est toujours présentée à la Galerie Arsenal. C'est l'occasion de plonger au cœur des toiles du maître. Autre incontournable cette saison, Illumi Féerie des Lumières. Les visiteurs sont invités à déambuler dans un parcours lumineux qui est une invitation au voyage. Sur ce, passez de très joyeuses fêtes. Ici Nabi-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Une histoire de croisière où on avait un petit peu moins de plaisir. Regardez ces images-là. 2 paquebots entrés en collision. C'est au large de l'île de Cozumel, au Mexique. Selon la compagnie Carnival, un seul passager a été blessé dans la salle à manger d'un des navires. Pourquoi, finalement, cet accrochage? Il semble que ce soit le vent, les courants marins qui pourraient être peut-être à l'origine. Mais bref, ça en a surpris plus d'un. Ah, bon. On entendait des voix de gens pas contents, en tout cas. Pour cause. Et voilà, bonsoir, oui, bonsoir. Mais évidemment, on veut tout savoir sur le temps qui s'en vient, la fin de semaine et Noël. Bien, c'est ça, Noël, ce sera un Noël plutôt doux. En fait, avant Noël, mais Noël, ce sera près de la normale. Il n'y a pas grand-chose qui se passe côté météo, c'est plutôt calme. Je sais que les gens aiment ça quand il ne se passe pas grand-chose parce qu'il y a des déplacements qui se font. Oui, sans risque. Mais c'est ça reste froid cependant à Montréal, mais c'est fou. À Gaspé, il fait 0, Montréal, moins 12. Oui, et une bonne partie de la semaine, ça a été plus doux à Iqaluit qu'à Montréal. Alors, l'air très froid s'est propagé au sud. Alors, pour ce qui est de demain, il y a cette petite perturbation qui est au nord qui s'amène. Donc, ce sont des nuages qui ne sont absolument pas actifs. Donc, ça va simplement devenir nuageux demain durant la journée. Et en fait, dès la matinée, ce sera assez nuageux pour marquer la première journée de l'hiver. Et en après-midi, il y aura de belles périodes de soleil avant qu'un nouveau système, pas très important lui aussi, avec des nuages plus compacts s'amène, pourrait apporter un peu de neige vers Québec et à l'est, peut-être quelques centimètres. Montréal va y échapper, simplement un ciel nuageux. Et pour la journée de lundi, bien, à peu près la même situation qui se dessine. Donc, c'est assez simple à décrire. Demain, c'est nuageux le matin, éclairci ou percé de soleil l'après-midi. C'est nuageux et plus doux dimanche, donc au-dessus du point de congélation, donc évidemment au-dessus de la normale. Et ça reste plutôt nuageux et doux pour la journée de lundi et pourquoi pas mardi et mercredi aussi. Alors, demain, nuageux le matin, percé de soleil l'après-midi. Ça grimpe à moins 8, c'est quand même des progrès par rapport à ce qu'on a atteint aujourd'hui. On a atteint moins 10, moins 11, mais il n'y aura à peu près pas de vent demain. Le centre, ça devient surtout nuageux le matin. Il y aura quelques percées de soleil durant la matinée. À Québec, ennuagement, à Beauce, Bas-Saint-Laurent aussi, Gaspésie, pas si mal, avec moins 2, moins 1 aux Îles-de-la-Madeleine. Sur les températures, évidemment, pour ces régions qui sont nettement au-dessus de la normale. L'Abitibi-Témiscamingue, ça va s'adoucir dimanche. Pour l'instant, ce sera assez froid pour la journée de demain. Et le moyen long terme, donc demain, nuageux le matin pour marquer la première journée de l'hiver. Mais ça ressemble pas à l'hiver, hein? Remarquez les températures. Percée de soleil l'après-midi, maximum moins 8. Nuageux dimanche, petit coup de pouce des vents du sud-ouest, ça grimpe à 0. Lundi, jusqu'à 3 degrés. Moins 1 mardi et pour la journée de Noël, bien, moins 3 degrés. Ce qui veut donc dire qu'on aura un Noël blanc, mais avec... on va sauver la face parce que ça prend 2 cm et plus pour appeler ça un Noël blanc. Donc, on a 4 cm au sol, ça va faiblir ça va fondre un peu, donc on se retrouve avec 2 cm. On est juste. Oui, bien assez pour avoir l'ambiance. C'est ça, exact. C'est ce qu'on veut. Bien, joyeux Noël. Bon temps des fêtes, Pascal. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est déjà tout. Merci d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs, de la part de toute l'équipe du Journal Montréal. Un joyeux temps des fêtes. Au revoir.